Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Guyenne et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, Les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Avant de laisser place à mon invité du jour, j'en profite pour vous dire que l'enthousiasme reçu suite au premier épisode a été tel que Nicolas Decodin, cofondateur du site avenuedesinvestisseurs.fr, a décidé d'offrir aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes non pas 50 €, comme je l'avais préalablement annoncé, mais bien 100 € sur leur service. Alors si, comme moi, vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant, qui vous apportera des conseils non biaisés et adaptés à votre situation personnelle et à vos projets de vie, je vous recommande vivement leur cabinet. D'ailleurs, ils sont en ce moment victimes de leur succès. Je suis moi-même sur liste d'attente pour pouvoir accéder à leurs services. En passant par leur cabinet, ça vous permet non seulement de bénéficier du regard neutre et avisé d'un expert sur votre situation patrimoniale, mais ça vous permet aussi de soutenir les pépettes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien vers leur service dans la description de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir la première femme sur ce podcast, Émilie Melguir, qui, on ne va pas se le cacher, pèse pas mal dans le game de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. À seulement 30 ans, Émilie est à la tête d'un empire qu'elle construit depuis 9 ans avec son mari et associé Guillaume. Ensemble, ils gèrent l'équivalent de, tenez-vous bien, 3 millions d'euros de patrimoine immobilier, qui leur génère 220 000 € de revenus locatifs chaque année, ce qui donne environ 90 000 € de cash flow net par an. Ils ont aussi 4 entreprises qui ont fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Leur entreprise principale, Club Immobilier, c'est une société de formation et d'accompagnement dans l'investissement immobilier spécialisé dans les immeubles de rapport. Alors, petit point vocabulaire, un immeuble de rapport, c'est tout simplement un immeuble composé de plusieurs lots. Donc ça peut être par exemple 2 appartements et un local commercial que vous achetez et qui a l'avantage de ne pas avoir de copropriété, puisque vous êtes le ou la seule propriétaire de l'ensemble immobilier. Guillaume et Émilie ont aussi endossé une nouvelle casquette, celle de Business Angel, et ils ont déjà investi près de 500 000 € dans 20 startups. Bref, ça donne le vertige quand on voit tout ce qu'Émilie a accompli entre ses 20 et 30 ans, pendant que moi je me demandais encore ce que je voulais faire de ma vie. Et pourtant, vous verrez qu'Émilie nous partage en toute sincérité ses doutes, ses peurs, et le manque de confiance qu'elle a pu ressentir malgré cette réussite financière. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, ce qui l'a amené à créer cet empire, ce qu'elle a dû mettre en œuvre pour se faire respecter en tant que femme et comment elle gère depuis récemment son quotidien de maman. Émilie nous partage aussi ses conseils en immobilier. Si comme moi, vous vous demandez si vous devriez mieux acheter votre résidence principale ou faire votre premier investissement locatif, écoutez bien ce qu'elle a à dire. Elle nous explique aussi quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir emprunter en continu auprès des banques sans jamais se faire bloquer et quel est le régime fiscal le plus approprié selon votre niveau d'ambition. Trêve de papotage, je vous laisse en bonne compagnie. Très bonne écoute. Bon, salut Émilie. Salut Aude. On vient de traverser une petite épreuve technique, donc c'est pour ça qu'on est si ravis de pouvoir enfin commencer cet entretien. Alors je suis super excitée de t'avoir au micro des pépettes, puisque je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes auxquelles on peut se référer dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse de te recevoir aujourd'hui. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Alors je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de quelques mois et je suis à la base investisseur. Bon, il y a 2 écoles, est-ce qu'on dit investisseur, est-ce qu'on dit investisseuse ? Investisseuse IMO, principalement pour l'instant dans les immeubles de rapport. Et je suis aussi du coup entrepreneur depuis 2015. J'ai créé plusieurs boîtes en association avec Guillaume, qui est aujourd'hui mon mari. On mène notre petit bout de chemin, en tout cas depuis 2015, dans l'entrepreneuriat.
Super. Donc Guillaume, effectivement, ton mari et ton associé principal. Toutes les belles histoires commencent par une rencontre. Tu as rencontré Guillaume donc, quand tu avais l'âge de 21 ans. Guillaume venait tout juste d'arriver à Paris. Il venait également d'acheter son premier immeuble de rapport. Qu'est-ce qui t'a séduite chez lui ? Son humour, déjà, de base, et je pense son ambition. Quand j'ai rencontré Guillaume, donc moi j'étais étudiante, donc j'avais 21 ans, j'étais en 3e année d'études, j'ai fait une école sur 5 ans, et j'étais pas du tout dans ce milieu-là, qui était Guillaume. Donc quand j'ai rencontré Guillaume, il est un peu plus âgé que moi, enfin 4 ans de plus que moi, et du coup c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il me parlait d'IMO, et il me parlait, son grand truc, c'était de prendre sa retraite avant son père, et avant 40 ans en gros. Et je me souviens qu'il avait fait un grand tableau Excel pour faire ses prévisions, tu vois, de dire ok, cette année j'aurai tant de patrimoine et de tant de loyer, l'année d'après ce sera ça, l'année d'après ce sera ça, et ça jusqu'à 40 ans. Il avait fait un truc de fou. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était dans cet état d'esprit-là. Et je pense que forcément ça m'a séduite parce que ouais, c'était différent et ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait sur plein de choses pour lesquelles je me posais pas franchement la question à 21 ans quoi. J'imagine que tu as lu entre les chiffres, pas entre les lignes, et c'est ça qui t'a plu. Et j'imagine que c'était vraiment très éloigné de ta réalité d'étudiante. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à le suivre dans ses folies ? Je pense que oui, inconsciemment, tu vois, parce que j'ai pas trop fait une énorme rétrospective là-dessus, mais je pense que c'est le fait que parce qu'il y avait pas du tout l'idée de l'argent, tu vois, je me suis pas du tout mise avec lui pour l'argent parce qu'on était à l'époque dans un 18 mètres carrés à 2 qui était pourri en région parisienne. Donc il y avait pas de signe ostentatoire d'argent, tu vois. Donc je me suis pas dit tiens, je tiens le bon cheval, pas du tout. Le bon cheval, pas du tout. C'était pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais c'était juste, je sais pas, je me suis dit pourquoi pas le suivre dans son délire. Bon, quand je dis délire, c'est pas péjoratif, hein, mais pourquoi pas le suivre dans son délire pour voir un peu, tu vois. Moi, je suis pas du tout fermée et lui, il pensait beaucoup à ça en fait. Il vivait un petit peu pour l'IMO et pour se dire je vais me constituer un patrimoine et je vais quitter la vie de salarié. Quoique non, c'était même pas d'actualité à l'époque. C'était surtout se constituer un patrimoine immobilier en fait pour potentiellement prendre sa retraite à un moment plutôt que à 60 ans quoi. Donc ouais, je pense que je me suis laissée un peu embarquer là-dedans parce que j'avais envie de voir où ça menait et de voir un peu ce qui le passionnait aussi. C'est pour ça que on partait faire des visites le week-end et que j'y allais avec plaisir parce que bah déjà c'était le moment où on se voyait le week-end, donc en même temps si je disais non ça voulait dire que je le voyais pas, et parce que voilà j'avais envie de voir un petit peu ce qui le passionnait et ce qui l'intéressait dans tout ce milieu-là, donc c'est assez naturellement finalement que je l'ai suivi dans son truc quoi. Et quand il te parle donc du coup de ce concept d'indépendance financière, alors peut-être qu'il met pas ce terme-là exact dessus quand il te dit qu'il veut arrêter de travailler avant l'âge de 40 ans, mais enfin comment ça résonne en toi ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu te dis bon, il est juste fou et je veux voir où ça va le mener ? Alors déjà, je me dis pas que moi je vais le faire. Tu vois, dans mes souvenirs, je pense pas que je me disais ça. Non, je me dis pas qu'il est fou. Je me demande où ça va mener quoi. Parce que entre établir un plan de vie et vivre la vraie vie, il y a quand même un monde et ça finalement ça a beaucoup changé par rapport aux prévisions. Mais non, je me dis pas il est fou. Je sais pas si j'y croyais ou je me disais ouais, c'est sûr il va y arriver. Enfin, je me disais oui, il va réussir à faire quelque chose. Maintenant à quel timing, avec quel montant, je sais pas, mais en tout cas ouais, pour moi il avait clairement le plan en tout cas pour je pense pas qu'on parlait d'indépendance financière à l'époque parce que c'était pas encore un terme beaucoup employé, mais pour en tout cas on parlait surtout de retraite. Je me souviens qu'il me parlait surtout de retraite vraiment dans les premiers mois où on s'est rencontrés. Donc voilà, donc partir à la retraite avant 40 ans ou à 40 ans en tout cas. Ok, donc alors on va faire un saut à nouveau dans le présent maintenant pour voir justement où est-ce que ça t'a mené de suivre Guillaume dans ses folies. Donc aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes quand même à la tête d'un empire. Un empire parce que déjà, il y a un patrimoine immobilier assez conséquent. Et en plus de votre société principale qui est Club Immobilier, vous avez développé aujourd'hui tout un écosystème d'entreprises autour de Club Immobilier sur l'investissement. Donc pour donner un peu le contexte, est-ce que tu peux nous donner en termes de chiffres à peu près combien ça représente ? Il y a pas mal de boîtes récentes.
Donc pour certaines, on n'a pas forcément les bilans et tout, donc je ne m'avance pas forcément. Peut-être 1 million de bénéfices sur l'année qui vient de passer. Et au niveau de votre patrimoine immobilier, pour qu'on ait vraiment la vision globale, ça donne quoi ? C'est une bonne question, parce qu'on a revendu certains biens, mais on a racheté d'autres biens. Mais en gros, on doit être sur sur à peu près du 3 millions de patrimoine brut. Et on doit être sur à peu près du 800 000 de patrimoine net. Ce que je vais te demander n'appelle vraiment à aucun jugement de ma part. Est-ce que tu as parfois le sentiment de courir après l'argent ? Là, pour le coup, je pense que Guillaume et moi, on est différents sur ce point-là. Parce que lui va plus courir derrière l'argent, il va plus se challenger avec l'argent, alors que moi, je suis moins attachée. Moi, j'ai parfois des insécurités par rapport à l'argent, je travaille dessus, mais tu vois, on n'est pas du tout dans le besoin et on fait des placements qui sont intelligents. Mais parfois, tu vois, je vais me faire des petites angoisses en me disant mince, là, on peut pas se permettre d'acheter ça ou c'est surtout pour quand on place de l'argent, par exemple, sur des startups. Tu vois, là, parfois, je vais dire à Guillaume, non, mais on peut pas. Là, tu leur as dit qu'on allait prendre des parts de la boîte, mais non. Enfin, pour l'instant, on ferme un peu les vannes, tu vois. Donc moi, je vais avoir des réactions un peu comme ça, alors que Guillaume, il va avoir tendance à dire non, mais c'est bon, tu vois, là, ça va marcher et tout. Donc il y a toujours un équilibre qu'on a et qui est à faire. Mais moi, je ne pense pas courir après l'argent, même si voilà, j'ai besoin de cette sécurité vis-à-vis de l'argent. Mais Guillaume est plus à courir derrière l'argent. Il a plus d'objectifs financiers, on va dire, que moi, qui finalement suis beaucoup moins les chiffres ou est beaucoup moins attaché aux chiffres, en tout cas aux chiffres qu'on fait. Alors si c'est pas pour l'argent, qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin, d'aller au travail ? C'est le challenge, je crois. Tu vois, alors il y a cette grande parmi les entrepreneurs, il y a ce grand truc de c'est quoi ton pourquoi. Alors c'est très bien d'avoir son pourquoi, mais en fait moi ça m'a angoissée pendant longtemps parce que j'avais pas de pourquoi. Enfin tu vois, je me disais j'ai pas envie de sauver le monde, j'ai pas envie de révolutionner quoi que ce soit, j'ai pas forcément cette envie-là, mais je suis juste contente de ce que je fais. En fait, j'en suis venue à cette conclusion-là, c'est que mon pourquoi, c'est juste parce que j'aime ce que je fais. J'aime le fait de faire vivre du monde parce que on a pas mal de salariés derrière. Ce qui me fait me lever tous les matins, c'est juste que je suis contente d'aller au bureau, de faire ce que je fais et de faire avancer un petit peu le business et de pouvoir aider les gens, par exemple la formation. Alors la formation a pas forcément bonne presse chez certains, mais nous, je sais que on a changé des vies grâce à nos formations. On a des retours et des témoignages de ça et je suis juste trop heureuse quand je lis un commentaire ou quand j'entends quelqu'un qui nous remercie parce que ça lui a permis de découvrir des choses ou d'investir dans des immeubles ou de changer un peu de vie, changer de quotidien quoi. Donc ouais, j'ai pas un énorme pourquoi, mais ce que je kiffe, c'est juste mes journées, je les kiffe en fait. J'aime ce que je fais. Je suis contente de rentrer chez moi le soir et d'avoir avancé mes projets. Donc là, on a changé de bureau. Donc maintenant, on a des grands open space. Et quand je vois le monde qu'on a dans les open space, qui collaborent avec nous pour nos business, pour nos différents business et pour faire croître tout ça et aider les gens, je suis juste trop contente et trop fière de ce qu'on a fait quoi. C'est marrant parce que tu dis ça un peu en toute légèreté. En fait, je sais pas, j'aime juste ça et je trouve que c'est comme si un peu il y avait une dissonance entre la façon dont tu abordes les choses avec légèreté et finalement tout le travail qu'il y a derrière. Parce que ça, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais moi j'ai dévoré ton bouquin, tu vois là, mon plongeon dans l'entrepreneuriat ce week-end. Et j'ai vu quand même que votre vie, elle était pas facile, quoi. Donc, quand tu me dis c'est du kiff au quotidien, c'est aussi beaucoup d'heures de travail, c'est aussi beaucoup de soirées sacrifiées, beaucoup de week-ends de vacances sacrifiés. Quand on lit ça fait pas non plus hyper rêver. Moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils sont pas finalement en train un peu de vivre en différé ? Donc, je sais aussi que vous faites beaucoup la promotion un peu du plaisir différé. Donc, l'idée, c'est ce n'est pas de jouir de la vie tout de suite, et plutôt d'accepter de faire quelques sacrifices pour ensuite pouvoir vivre pleinement une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse, un certain niveau de patrimoine. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça t'avait vraiment touché ce que tes parents ont pu gagner au moment de leur retraite. La pension qu'ils recevaient n'était pas à la hauteur
justement du labeur, du travail. Ta mère était infirmière et donc c'est sûr que c'est un métier difficile où il y a beaucoup de sacrifices et finalement la pension qu'elle a reçue était quand même relativement maigre par rapport à toutes ces années de travail. Donc voilà, donc je me suis dit, en fait, est-ce que la vie que tu avais imaginée quand tu t'es dit, moi je veux pas reproduire ce qu'ont vécu mes parents pour pas arriver à la retraite comme eux, ça correspond finalement à ce que tu vis aujourd'hui, sachant que tu fais quand même pas mal de sacrifices pour pouvoir monter cet empire. Alors, c'est vrai que on parle un peu du plaisir différé. Ça veut pas dire tout sacrifier et s'enfermer chez soi pendant 10 ans pour après en profiter, mais c'est faire des choix en fait intelligents qui paieront plus tard. Tu vois, typiquement, nous on a quitté la région parisienne parce que on a quitté nos boulots, donc on n'avait plus besoin d'y être. Et en fait, on avait la possibilité d'habiter en fait partout en France. Et donc là, on s'est posé une question, déjà que peu de gens ont le luxe de pouvoir se poser, mais c'est où est-ce qu'on a envie d'habiter. C'était surtout en France à l'époque. Et là, en fait, on a fait un choix qui, je pense, était un choix de raison, puisque on est allé s'installer dans un endroit où on avait pas mal d'investissements immobiliers à nous, et où l'immobilier était pas cher. Ce qui fait qu'en fait, on a pu acheter une maison qu'on a achetée 50 000 euros et dans laquelle on a fait entre 50 et 60 000 euros de travaux. Donc, ce qui fait qu'en fait, on se retrouvait avec une maison qui faisait 200 mètres carrés pour à peine 110 000 euros. Et ça, tu vois, c'était un choix de raison. Alors, c'était dans une petite ville dans la Marne. C'était pas un choix de, tu vois, on s'est pas dit, waouh, c'est notre destination de rêve. On a toujours rêvé d'habiter là-bas. Non. Par contre, c'était le crédit sera peu cher. Comme on se lance dans l'entrepreneuriat et que notre boîte ne marche pas, ou en tout cas notre boîte pour l'instant ne fonctionne pas, c'est le choix qui est aujourd'hui le plus intelligent pour nous permettre de nous lancer dans l'entrepreneuriat plus sereinement. Et donc on y a habité 3 ans. Et c'est des années où on a effectivement un peu charbonné parce que voilà, c'était un choix de raison. On était dans une petite ville, il y avait pas trop de distractions, on n'avait pas forcément d'amis à côté. On bougeait beaucoup quand même, grâce en tout cas à notre travail. Du coup, on se déplaçait un peu partout, mais voilà, quand on était là-bas, on bossait. Et c'est ce qui a permis aussi à notre boîte de marcher comme elle a pu fonctionner et comme elle fonctionne encore. C'est que voilà, on a fait le choix d'alléger nos charges, de modifier un peu notre train de vie, d'abaisser en tout cas notre train de vie et de se concentrer sur le business. Donc ça a duré, tu vois, 3-4 ans, le temps de vraiment se restreindre entre guillemets, puisque nous on le voyait pas comme une restriction, en fait, on était totalement alignés avec cette décision, mais on mangeait pas que des pâtes, hein, tu vois, on se faisait plaisir, on faisait des restos à côté et tout, mais on a fait ce choix en fait qui nous a permis de nous développer notre société. Et aujourd'hui, on a déménagé dans le sud. Notre maison, on l'a payée beaucoup plus cher que 110 000 euros. On n'a pas fait de travaux. Voilà, on a une piscine et aujourd'hui on a des bureaux, on a des salariés. Donc c'est juste réfléchir et se dire parfois, ok, ce week-end, j'ai le choix entre sortir avec des potes en boîte ou j'ai le choix d'aller visiter des immeubles pour potentiellement investir. Et nous, on a fait le choix pendant pas mal de week-ends, mais de ne pas sortir en boîte, mais d'aller chercher des immeubles. Et aujourd'hui, ça fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc c'est juste ce plaisir, tu vois, différé de se dire, ok, des fois, tu fais des choix qui sont pas forcément les choix de tout le monde, et qui sont pas les choix de ton pur plaisir, parce qu'effectivement, entre sortir en boîte et aller visiter des immeubles parfois sous la pluie, aller en boîte, c'est quand même plus cool. Mais c'est pas ça qui va préparer ton avenir non plus et qui va faire que dans quelques années, tu auras le choix de ce que tu veux faire en te créant un patrimoine immobilier à côté, par exemple. Donc c'est vraiment ça que nous on essaye d'expliquer. Donc c'est pas se dire pendant 10 ans tu fais rien de ta vie et après ce sera l'éclate. C'est faites des choix raisonnés à l'instant T et vous verrez que ça paiera dans quelques années et ça sera peut-être dans 3 ans, 5 ans, mais ça paiera en tout cas. Les choix que vous ferez et que vous faites aujourd'hui, c'est sûr que ça paiera dans quelques années. Oui, c'est sûr que ce choix a été payant et t'arrivais quand même à retrouver du plaisir au quotidien. Et puis, finalement, ce que tu fais, ton job actuel, te nourrit aussi d'une manière où tu le vis pas non plus complètement comme un sacrifice. Clairement. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme, dans le sens où, tu vois, nos week-ends, on peut profiter de nos week-ends, on peut partir en voyage, on est plus serein et on a plus de temps qu'avant.
Mais effectivement, toutes ces années de sacrifice entre guillemets, on l'a pas tant vécu comme du sacrifice, parce que quand on était dedans, tu nous aurais demandé, on t'aurait dit bah non, c'est cool, là on va rencontrer des clients mais qui sont hyper sympas, là on va aller au resto avec un tel et c'est hyper cool. Je pense que les gens de l'extérieur peuvent dire purée, quelle vie de merde, mais nous de l'intérieur, on l'a pas vécu comme ça et on savait pourquoi on le faisait et on était comme je te dis alignés avec ça. Et en fait, ce qui fait que c'était pour nous pas du plaisir différé, c'est juste que on était content de faire ce qu'on faisait à l'époque et on savait que ça allait en plus nous apporter quelque chose dans les années à venir, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez de lever le pied ou finalement, tu penses que vous allez continuer encore longtemps comme ça? Non, on va lever le pied. On a déjà un peu levé le pied parce que je te dis, avant on bossait 7 jours sur 7, on prenait 0 jour de vacances. Aujourd'hui, on prend, en tout cas moi, on n'a pas la même façon de travailler avec Guillaume, mais moi je me prends pratiquement tous les week-ends. À peu d'exceptions près, des fois je bosse un peu, mais c'est dans des bonnes conditions, tu vois, c'est au bord de la piscine ou c'est à la terrasse d'un café, donc j'ai même pas l'impression que c'est du boulot. Donc lever le pied, oui. Après on aime ce qu'on fait, donc et on a levé le pied aussi, tu vois. Alors j'en ai vite fait parler au début, mais on a eu un bébé il y a quelques mois. Félicitations pour ça d'ailleurs. Merci. Et ça nous a obligés en fait à lever un peu le pied. Ce qu'on voulait aussi, tu vois, c'était de se dire on travaille dur tant que on n'a pas d'enfants, tant que on n'a pas de contraintes comme ça, pour que le jour où on aura des enfants, eh bien, on puisse avoir le choix, tu vois, avoir le choix de se dire est-ce qu'on lève le pied, est-ce qu'on lève pas le pied, voilà. Et ce choix-là a dû arriver. Je me suis dit, et c'est pour ça que d'ailleurs elle est pas à la crèche ou elle est pas gardée par une nounou ou quoi, c'est que je me suis dit je veux pouvoir expérimenter, tu vois, la vie de maman et de prendre des décisions après, de me dire ok, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'apprécie de faire ça toute la journée et du coup j'ai envie de vraiment lever le pied pour pouvoir m'occuper de ma fille, est-ce que finalement j'ai envie vraiment de reprendre le travail et du coup je vais la faire garder pour reprendre le travail. Donc tu vois, j'avais envie vraiment de me laisser la possibilité de me dire qu'est-ce que je fais, comment je vais vivre en fait cette maternité, ce nouveau rôle que je ne connaissais pas du tout et je savais pas comment j'allais le vivre non plus. Personnellement, moi j'ai pas mal levé le pied, du coup, enfin tout est relatif. Je pense que lever le pied, j'ai pas la même notion que d'autres, mais du coup j'ai ralenti vraiment l'activité à partir de 8 mois et demi de grossesse, je pense. J'ai commencé à lever un peu le pied et finalement j'ai eu envie de retravailler assez rapidement après mon accouchement, mais tout en étant light et tout en ayant ma fille à côté et c'est elle qui passait en premier. Donc pour nous, on a un peu levé le pied déjà. En fait, aujourd'hui, concrètement, c'est tous les soirs, on se dit ok, est-ce que t'as des rendez-vous demain? Est-ce que t'as pas de rendez-vous demain? Est-ce que t'as besoin d'aller au bureau? Est-ce que t'as pas besoin? Là, par exemple, moi, j'avais besoin d'aller au bureau pour enregistrer ce podcast. Donc tout simplement, Guillaume, il a dit ok, moi je reste à la maison, je garde Emma et comme ça, toi t'es libre et tu peux bosser sans souci du bureau. Parfois c'est l'inverse, parfois Guillaume a besoin d'aller au bureau, donc on fait l'inverse, c'est moi qui garde Emma à la maison. Parfois on a tous les deux besoin d'être au bureau, donc on l'emmène avec nous et on la met sur un tapis dans nos bureaux. Et parfois on est tous les deux à la maison et on gère comme ça. Et quand je suis à la maison avec Emma, et tout simplement, dès qu'elle dort ou dès qu'elle joue calmement sur son tapis, tout simplement, moi je peux bosser pendant les temps morts et quand elle réclame, quand elle pleure quoi, moi je suis là pour m'en occuper. Et si j'arrive pas à boucler tout le travail que j'avais envie de boucler, des fois ça m'arrive de travailler le soir jusqu'à 21h, 22h, 23h parfois pour avancer ce que j'ai pas réussi à avancer dans la journée. Donc voilà, donc je me fais toujours des to-do list. Tu vois, ça, je travaille beaucoup avec des to-do list. Et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui? Je me fais une liste et je me mets les trucs les plus importants. Il y a des trucs qui seront moins importants et si je les fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui parce que j'ai des timings à respecter, j'ai des délais où je me suis engagée par rapport à certaines personnes. Et du coup, je m'organise pour gérer ça comme je peux. Et ouais, et si ça veut dire travailler pendant qu'elle dort le soir, je travaille pendant qu'elle dort le soir et de toute façon elle passe en premier, donc quand elle pleure
Quand elle pleure, moi je suis là pour elle. Donc aujourd'hui c'est ça, tu vois, mon quotidien. Donc c'est un peu sportif, mais c'est aujourd'hui comme ça qu'on a trouvé notre équilibre. On va la faire garder, je pense, dans les mois qui viennent, parce que on a aussi du boulot à avancer et des projets à venir qui sont très intéressants. Et je pense que ça lui permettra de se sociabiliser un peu. Mais en tout cas, on l'a accompagnée pendant ces premiers mois. Ça en fait une petite fille hyper éveillée qui a déjà vécu des séminaires, des entretiens d'embauche, des réunions. Enfin bref, elle a déjà vécu pas mal de choses et c'est chouette quoi, au final. J'imagine qu'elle est pas trop compliquée parce que ça a l'air simple quand tu décris ça. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est tu verras, Aude, quand tu auras des enfants, on dit quand il dort, tu travailles, mais en fait, quand il dort, t'en profites pour dormir quoi et rattraper tes heures de sommeil en retard. C'est plus ça l'image que j'en ai. On a la chance. Il est vrai. Alors, elle est parfois pas toujours évidente la journée, puisqu'à des fois, elle pleure beaucoup, voilà, elle commence à faire ses dents et tout, donc c'est pas toujours simple. Mais par contre, on a une énorme chance, c'est que la nuit, elle dort. Depuis ces 2-3 mois, elle nous fait quand même des nuits qui sont assez sympas. Aussi, alors, moi, j'ai fait le choix de ne pas allaiter, ce qui fait qu'en fait, Guillaume pouvait prendre la relève aussi la nuit. Donc, en fait, on se partageait les nuits. Une fois, c'était Guillaume qui se levait, une fois, c'était moi. Et ce qui fait que, en fait, on n'était pas trop crevés. Et en fait, on a pu continuer à travailler et on n'avait pas enfin, tu vois, on n'a jamais fait de sieste, ou pratiquement pas, depuis qu'elle est née, parce que on s'est organisé de sorte que l'un ou l'autre puisse dormir et puisse assurer aussi, parce que on est conscient que de toute façon, il y a des collaborateurs derrière et qu'on peut pas juste leur dire, attends, là, je fais une sieste et on s'appelle après, tu vois. Donc on s'est organisé aussi comme ça et on a la chance quand même d'avoir une petite fille qui dort bien, qui est cool quand même la nuit. Voilà. Alors moi, la raison pour laquelle je vous ai contacté, c'est parce qu'on rencontrait une problématique avec mon conjoint. Je pense que quand on s'intéresse à l'immobilier et qu'on a à peu près nos âges, donc autour de 30 ans, une des premières questions qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que je fais un investissement locatif ? Pour moi, c'était pas si facile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a d'autres aussi, plein de paramètres à prendre en compte au-delà de l'aspect financier. Donc j'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Quelles sont pour toi les questions à se poser, les critères à prendre en compte pour nous aider finalement à faire ce choix entre RP et investissement locatif ? Alors cette question, je pense qu'il faut... Il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, je te dirais, c'est une connerie d'acheter sa résidence principale en premier parce que tu mobilises du taux d'endettement pour un passif, pour investir dans quelque chose qui ne te rapportera pas forcément d'argent tous les mois. Ça va te constituer un patrimoine tous les mois, mais ça ne va pas forcément te générer de l'argent et des revenus tous les mois. Donc, à partir de là, je te dirais, c'est plus intéressant de faire un investissement immobilier, de l'investir dans quelque chose qui te permet d'avoir du cash flow positif et du coup, finalement, d'augmenter tes revenus, d'augmenter ton potentiel taux d'endettement et voilà, tout simplement de pouvoir réemprunter derrière. Petite parenthèse, je me rends compte qu'on n'a pas défini ce qu'est le cash flow. Alors Émilie, pour être sûre qu'on soit tous au clair sur ce terme, qu'est-ce que tu entends par cash flow positif ? Cash flow positif, c'est simplement le fait que une fois que tu as payé ton crédit et toutes les charges, donc par exemple l'assurance, par exemple la taxe foncière de ton bien immobilier, de ton investissement locatif, eh bien il te reste de l'argent. Voilà, donc c'est simplement ça, la cash flow positif, qui est contraire au cash flow négatif. Le cash flow négatif, c'est simplement, tu vas avoir le loyer de ton locataire qui va te permettre de payer certaines choses, donc encore une fois, la taxe foncière, l'assurance, le crédit, etc. Mais ça ne suffira pas pour couvrir toutes ces dépenses et c'est toi qui vas devoir sortir de l'épargne personnelle pour pouvoir combler toutes ces charges-là. Donc c'est simplement le genre d'investissement que nous on ne visait pas. Parce que notre but, c'était de faire de l'immobilier un revenu complémentaire. Notre but, c'était de emprunter de l'argent aux banques. La banque te donne de l'argent et toi, tu investis cet argent pour gagner de l'argent. Donc, en fait, l'idée, c'était que gagner de l'argent, c'était de gagner de l'argent via le levier de la banque, le levier de la dette bancaire, mais sans mettre de l'argent à toi, quoi. Donc, c'était ça notre but et c'est ça, en fait. Et tous nos investissements aujourd'hui sont à cash flow positif et nous rapportent en tout cas de l'argent chaque mois. Super, merci pour cette clarification. Je te laisse reprendre notre discussion. Ça, c'est dans la théorie et c'était valable il y a encore quelques années. Maintenant, les banques, suite à la pandémie notamment, les banques, elles ont quand même changé un petit peu de discours et c'est aujourd'hui un peu plus compliqué d'emprunter pour
la première fois pour un investissement locatif. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'avant. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est à réfléchir. Alors, si vraiment c'est un point bloquant pour les banques, déjà, donc faut faire bien sûr plusieurs banques pour avoir le discours de plusieurs banques par rapport à ça. Mais si c'est vraiment un point bloquant pour les banques, pourquoi éventuellement ne pas acheter une résidence principale, mais peu chère, dans l'idéal, tu vois, pour maximiser, ou en tout cas minimiser son taux d'endettement et pouvoir repartir sur un investissement immobilier locatif derrière pour se générer des revenus. Donc, c'est vraiment en fonction de la situation de chacun et en fonction des banquiers qu'on rencontre. Enfin voilà, le choix de raison, moi je dirais, partez sur de l'investissement immobilier locatif. Maintenant, le choix de la faisabilité, il est à étudier aussi en fonction de là où vous habitez, en fonction de la place que vous avez, parce que bon, forcément, si vous êtes un couple de trentenaires, acheter un studio de 15 mètres carrés, c'est quand même pas incroyable comme résidence principale. Et pareil, si vous êtes à Paris ou si vous êtes Clermont-Ferrand, les prix sont aussi différents. Enfin, tu vois, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte et mettre en parallèle la théorie et la pratique aujourd'hui. Il y a le choix de raison, le choix de faisabilité. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller au-delà de sa capacité d'endettement. Je crois que c'est limité à 35% désormais. Oui. Donc le choix de la faisabilité, effectivement, parce que ce dont j'ai compris en faisant quelques recherches, c'est que si finalement on commence directement par acheter sa résidence principale et qu'on arrive à sa pleine capacité d'endettement, du coup là c'est un peu game over. On ne pourra plus emprunter auprès des banques avant d'attendre d'avoir remboursé au moins une bonne partie de notre crédit. Mais il y a aussi le choix lié à, même au-delà de l'envie, est-ce que j'ai vraiment les épaules pour faire de l'investissement locatif ? Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est pas fait pour tout le monde, l'investissement locatif. Moi, j'ai rencontré mes premières galères lors de la rénovation d'un appartement et je me suis dit, après ça, en fait, je suis pas faite pour ça, quoi. Je pense que tout le monde peut le faire. Maintenant, il y a des caractères qui prendront plus à cœur les choses que d'autres. Et c'est compliqué, hein. Moi, mes premiers investissements, quand il y a des travaux à faire, effectivement, t'as affaire à des entrepreneurs, c'est pas toujours simple de les gérer. T'as affaire à des locataires, c'est pas toujours simple de les gérer. C'est un métier à part entière qui est pas évident, mais je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Maintenant, effectivement, avec les années, moi, j'ai réussi à prendre du recul parce qu'au début, voilà, il y a le locataire qui t'envoie des textos ou purée, j'ai des souvenirs qui me reviennent là de moments où t'es pas bien et le locataire il te dit par texto je m'en vais mais j'emporte toute la cuisine avec moi, enfin ou des trucs comme ça, et là tu dors pas de la nuit parce que tu dis putain qu'est-ce qui s'est passé, tu te poses trop de questions et ça te stresse quoi. Et au bout d'un moment t'apprends à lâcher prise et à te dire ok, c'est pas très grave, enfin c'est qu'une histoire entre guillemets d'argent. C'est facile, peut-être les gens vont se dire que c'est facile de dire ça dans ma situation, mais des fois tu te dis juste ok, là c'est juste ce sera résolu par l'argent. S'il faut que je change la serrure ou s'il faut que j'appelle quelqu'un pour débarrasser des affaires, bon ben c'est tout, je paierai et ça me paiera la tranquillité. Et des fois t'arrives à te détacher des problèmes et c'est là où ça fait du bien parce que tu peux enfin redormir. Tu prends moins un cœur, tu t'engueules moins avec les locataires aussi par téléphone parce que le mec il se moque de toi. Enfin, donc je pense que beaucoup de gens peuvent le faire, mais pour certaines personnes il faut un peu de temps pour avoir le recul, pour mieux le vivre et tout simplement pour moins prendre toutes les choses à cœur et du coup se prendre la tête avec ça. Et je pense que t'es peut-être dans ce schéma-là de pour l'instant tu te prends la tête parce que c'est pas évident à gérer, hein, c'est clair. Mais voilà, peut-être que dans plusieurs années, tu réfléchiras à ça et tu diras purée, en fait, c'est pas grave, tout est relatif. Lui, c'est un connard, mais en même temps, il est plus malheureux que moi. Moi, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger, et voilà. Et je pense que c'est lui le plus malheureux dans l'histoire parce qu'il peut pas payer son loyer, parce que finalement, il a pas de thunes et parce que il est dans une situation de vie en tout cas qui est pas évidente quoi. Donc voilà, tout est une histoire, je pense, de relativiser un petit peu les choses et de du coup prendre du recul et mieux vivre les situations qu'on peut rencontrer. Ouais, je pense que c'est vraiment ça la clé, d'arriver à lâcher prise, à prendre du recul et à remettre, donc comme tu dis, les choses en perspective.
Mais quand même, moi, sur ce premier chantier, je l'ai très mal vécu. Et je me suis même demandé, donc j'étais le seul à gérer ce chantier. Voilà, c'est un secret pour personne. Comme toi, on est des femmes autour de la trentaine. Et je me suis quand même fait cette réflexion. Est-ce que ça se passe si mal avec les artisans parce que j'ai une posture de débutante et qu'ils ont très bien compris qu'ils avaient le pouvoir et du coup, ils en profitent? Ou est-ce que c'est parce que aussi, de part de ma condition féminine, j'ai plus de mal à me faire respecter, à être prise au sérieux? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Effectivement, t'es jeune, t'es une femme, et donc quand tu vas donner des leçons, entre guillemets, ou des ordres, entre guillemets, à un mec de 50 balais, qui fait ça depuis 40 ans, enfin plus de 30 ans, ça peut être compliqué, ça peut être compliqué pour son ego. Donc c'est pas toujours simple de s'imposer, et c'est vrai, comme des fois tu sais pas, ils te demandent de faire un choix, mais tu sais pas ce que ça entraîne comme conséquence, tu sais pas quel coût, tu sais pas, et donc c'est pas toujours simple. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut surtout poser des questions. Ils aiment bien quand aussi on leur pose des questions et tu vois, qu'ils peuvent nous montrer que eux ils s'y connaissent. Donc des fois ça flatte un peu leur ego et ils sont à l'aise là-dedans. Donc des fois ne pas hésiter à dire je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, moi, je connais pas forcément ce jargon. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple parce que il faut savoir s'imposer. Ouais, il faut savoir s'imposer tout en étant ferme, tout en ne les braquant pas. Voilà. Mais moi, je sais que il y a à un moment, je gérais un chantier et quand j'écrivais moi des mails avec mon nom, ça faisait rien, et donc à la fin je signais avec le nom de Guillaume pour avoir des réponses et pour que ça fasse avancer les choses, tu vois. Ça c'est malheureusement une réalité. Maintenant, il y a aussi, je pense, beaucoup d'hommes qui ne feraient pas mieux sur un chantier, dans le sens où les artisans, dans tous les cas, c'est compliqué de les gérer, c'est compliqué, il faut souvent les relancer, il faut surveiller ce qu'ils font. Être une femme, ça implique des choses, et je pense que ça nous dessert auprès de certains artisans. Maintenant, je pense que tous les artisans ne sont pas forcément que axés là-dessus, et que en fait, ils sont juste compliqués à gérer, quelle que soit la personne en fait qui essaie de les gérer, quoi. Quand même, tu vois, pour en arriver au point de prendre le nom de Guillaume pour te faire un peu plus respecter, alors qu'on est quand même au 21e siècle, c'est quand même assez choquant, je trouve. Ah mais clairement, et ça me rendait folle, mais juste j'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais oui, on en est au 21e siècle et il y a encore des gens qui font ça. Maintenant, je peux pas généraliser parce que je suis pas tombée sur beaucoup de personnes qui étaient comme ça, tu vois. Ils étaient loin d'être tous comme ça, et finalement il y avait des artisans très sympas et avec qui ça s'est très bien passé. Donc voilà, je suis pas tombée sur beaucoup de personnes comme ça, mais et heureusement. Mais effectivement, ça existe quand même encore aujourd'hui, quoi. De manière plus globale, puisque Guillaume, quand même, est celui, dans votre parcours tous les deux, est celui au départ qui a pris le lead. C'est celui qui est venu, quand tu l'as rencontré, il avait donc déjà fait son premier investissement. Pendant 2 ans, il a enchaîné les investissements de son côté. Toi, tu l'as aidé parce qu'à ce moment-là, tu étais encore étudiante, donc tu ne pouvais pas prendre part dans ces investissements immobiliers. Là, tu me dis que tu t'es retrouvée à devoir prendre son nom pour t'adresser à cet artisan. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où aussi tu as eu envie de te dissocier de Guillaume et tu n'as pas ressenti le besoin de vouloir prendre ta place, de montrer aux autres finalement que tu pouvais mener autant la barque que Guillaume? Ouais, j'ai ressenti un peu ce truc-là, mais en même temps, j'avais ce syndrome de l'imposteur, à me dire oui, mais c'est quand même grâce à Guillaume que je suis là, et que sans lui, j'en serais pas là. Tu vois, ça c'est un sentiment que purée, je n'ai pas souvent dit ça. Ça c'est un sentiment que j'ai beaucoup eu quand on a commencé, mais je me sentais vraiment pas légitime, et même au début Club Immobilier, c'était surtout Guillaume effectivement qui était mis en avant, mais ouais, je me sentais pas du tout légitime, moi, pour me mettre en avant, parce que j'avais peur que on me dise mais elle est je sais pas, tu vois, donc c'était sur l'IMO, donc elle est forte en IMO, alors qu'en vrai je me sentais pas du tout au niveau. Et puis au final, au bout de quelques années, j'ai quand même je me suis formée, j'ai géré plusieurs chantiers, plusieurs biens, ce qui fait que au final, j'avais toutes les compétences en fait pour parler aux gens d'IMO et pour leur donner des conseils, ou en tout cas les aiguiller sur certaines infos, sur certains domaines de l'IMO. Et du coup,
à un moment, effectivement, je me suis dit, bon, je suis toujours dans son ombre et je sais pas si ça me va ou pas. Et en fait, c'était surtout ce syndrome de l'imposteur qu'il a fallu que je règle pour être beaucoup plus sereine et pour juste retrouver ma place. Ma place à mes yeux, à mes propres yeux, en fait. Parce que je m'en fiche un peu ce que les gens pensent, mais moi, je me sentais juste pas à ma place et c'était ça le problème. Et puis voilà. Et puis à force de discussion, à force de parler avec des gens, à force de participer à des événements, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toute ma place, qu'il y a des sujets que finalement, dans l'IMO, je maîtrisais mieux que Guillaume, et que voilà, ça se passait finalement bien, et que j'avais une expérience là-dedans, que je pouvais apporter des choses aux gens, et du coup, en fait, c'est ça qui a réglé le problème, entre guillemets, en me disant, ok, en fait, je suis pas dans l'ombre, je suis certes moins visible sur les réseaux et tout, mais c'est parce que aussi, j'ai un rôle. Alors bon, là je dérive un peu sur l'entrepreneuriat, mais tu vois, j'ai un rôle qui se voit moins parce que moi je suis beaucoup en fait derrière mon écran à gérer l'administratif, à gérer la compta, à gérer tout plein de soucis sur des logiciels au quotidien avec les équipes, alors que Guillaume il aura parfois un rôle qui sera plus visible, par exemple sur les réseaux sociaux, sur les lives, les webinaires ou des choses comme ça. Donc ouais, moi j'ai surtout réglé ce problème de l'imposteur qui commençait à prendre beaucoup de place. Voilà, actuellement je suis alignée, en tout cas, certes parfois moins visible, mais je suis alignée avec ce que je suis et avec ce que je fais. Et dans l'entrepreneuriat, ça m'a suivi, ce syndrome de l'imposteur, parce que pendant longtemps je me disais purée, est-ce que je suis vraiment faite pour être entrepreneur? Est-ce que voilà? Et voilà, et finalement, quand tu arrive à la conclusion que en même temps Guillaume il a beaucoup d'idées, mais en même temps sans moi il les aurait pas exécutées. Bon bah finalement on est un duo que tu peux pas dissocier, ou en tout cas qui a permis de lancer tout ça. Et donc j'ai totalement ma place dans ce milieu-là, quoi. Je pense que les femmes sont en général plus susceptibles d'être victimes de ce syndrome de l'imposteur, peut-être parce qu'on a aussi moins confiance en nous. J'imagine que c'est aussi ce qui participe aux inégalités entre hommes et femmes. Toi, est-ce que du coup ça a mis du temps à dépasser ce syndrome de l'imposteur? Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé, et si t'aurais pu faire les choses, tu vois, de manière un peu plus accélérée pour prendre pleinement ta place, qu'est-ce que t'aurais pu faire différemment, tu vois, pour parvenir à gagner beaucoup plus vite confiance en toi? Alors oui, ça a pris du temps, vraiment, ça a pris plusieurs années avant que je me sente plus à l'aise. Donc ça a pris du temps, et parfois j'ai quelques rechutes, pour être totalement honnête. Mais alors qu'est-ce qui aurait pu faire accélérer les choses? Je pense que discuter de ce sujet-là avec Guillaume plus tôt m'aurait permis de me rendre compte de certaines choses. Tu vois, par exemple, quand je dis lui sans moi, il aurait pas pu faire ce qu'il a fait. En fait, lui, il en est totalement conscient. Mais c'est moi qui me disais ouais, mais tu vois, dans ma tête, je me disais non, mais sans moi, il aurait pu totalement le faire et tout. Et en fait, si je lui avais juste posé la question, il m'aurait dit bah non, sans toi, j'aurais pas pu le faire. Et déjà, ça aurait levé un truc, tu vois. Donc la communication m'aurait permis de passer plus vite ce truc-là. Et je pense que c'est surtout ça, en fait. Je pense que ouais, parler avec là pour le coup c'est pas mon mari, mais c'est en tant qu'associé. Parler avec mon associé m'aurait permis de simplement me dire bon bah ouais, en fait on est une équipe, et tout ça c'est grâce à nous deux, et je pense que ça aurait pu, il fallait que ça fasse son chemin dans ma tête, mais ça aurait pu du coup faire son chemin un petit peu plus vite, et j'aurais plus apprécié certains moments, je pense, en me disant ça et en sachant surtout ça. Donc j'ai bien compris que c'était à travers le regard de Guillaume que ça aurait pu t'aider à gagner en confiance. Je me pose plusieurs questions, mais est-ce que c'était finalement le seul regard qui comptait, ou est-ce que tu avais même ce sentiment, je sais pas, quand vous montez sur scène, quand vous faites des conférences, est-ce qu'une fois que tu sentais que tu avais finalement mis les choses au clair avec Guillaume, et que tu avais du coup son soutien, et que tu étais aussi importante que lui dans la direction finalement de Club Immobilier, le problème était résolu, ou tu pouvais même être confronté, tu vois, à ce manque de confiance face à un public, face aux personnes qui viennent te voir, face aux clients que tu accompagnes? Je pense que c'était surtout son regard, parce qu'en fait, quand je parlais effectivement lors des séminaires ou des présentations qu'on a faites, et quand tu descends de scène et qu'il y a plein de gens qui viennent te voir pour te poser des questions, tu te sens bien dans ce rôle, en fait. Et tu vois dans leur regard que que ta présentation a plu, et que ça leur a apporté des choses, et en fait
Et en fait, je pense que c'est pas eux qui te font comprendre que t'as pas ta place. Et au contraire, eux, ça aide à te dire, ah ouais, c'est cool, j'ai pu leur apporter quelque chose et en fait, j'ai peut-être ma place ici. Donc, je pense que c'est vraiment, déjà, principalement dans ma tête, mais c'est simplement, demander à la personne qui est la plus concernée, en fait, qui est la plus concernée par ce truc-là, de juste de me donner son avis externe, sans être trop externe, puisqu'il est toujours avec moi, mais juste me dire ce que lui en pense. Donc, en fait, c'est vraiment, je pense, c'est principalement mon regard qui était biaisé, mais c'est du coup juste d'avoir un ressenti de la personne concernée qui m'aurait permis et qui m'a permis d'ailleurs puisque c'est quand je lui en ai parlé que ça a commencé, je pense, à débloquer les choses. Mais c'est vraiment pas dans le regard des clients ou des personnes qui nous suivent que j'ai ressenti ce truc-là. Parlons stratégie immobilière. Alors, si je résume, votre stratégie immobilière, c'est d'investir donc dans des zones rurales. Vous conseillez en général des villes d'au moins 1500 habitants. Partout en France, aucune limite géographique au sein de la métropole. À moins de 2200 € du mètre carré. Et sur des immeubles de rapport, donc qui vont offrir un rendement minimum. Donc, vous conseillez de viser plutôt entre 8,5-9% net. Donc net de taxes foncières, de frais de notaire, en faisant de la location longue durée. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, ça, c'est ça. C'est vrai que nous, ça a été notre stratégie, en tout cas à l'époque. Quand on a commencé, on a toujours fait dans l'immeuble de rapport, partout en France. Alors nous, on n'avait pas forcément cette limite de 1500 habitants. Mais ouais, le but, c'était de pouvoir acheter, en fait, des immeubles entiers, qui veut dire en monopropriété, pour ne pas avoir les problèmes de copropriété qu'on peut rencontrer. Donc, en monopropriété. Et le problème, c'est que pour acheter des immeubles en monopropriété, soit t'as un budget énorme et tu peux le faire dans les grandes villes, soit t'as pas un budget énorme, et nous on n'avait pas un budget énorme, et donc du coup tu te tournes naturellement en fait vers les plus petites villes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à investir, et finalement qu'on a investi pendant plusieurs années. Aujourd'hui, l'investissement immobilier s'est un peu développé, et encore plus avec la pandémie où les gens se sont dit tiens, j'ai un peu d'argent, il faudrait que je le place dans la pierre. Et du coup, les immeubles de rapport sont plus prisés, ou en tout cas les gens ont moins de barrières par rapport à ça. Mais ouais, en tout cas, c'est notre type d'investissement de base. Aujourd'hui, on est en train de se diversifier un petit peu avec par exemple de la location courte durée, des choses comme ça. Mais c'est vrai que notre truc de base, c'est vraiment la longue durée dans les immeubles de rapport, et voilà, et que ce soit du nu ou du meublé, peu importe, puisque de toute façon, nous on investit principalement en SCI à l'IS, et donc voilà, que ce soit du nu ou du meublé, ça n'apporte rien, en tout cas en termes de fiscalité quand t'es en SCI. Est-ce que ce qui vous a permis quand même de construire ce patrimoine, du coup, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire. Donc l'idée, c'est d'utiliser au maximum l'argent de la banque emprunté, donc le plus possible. On a vu tout à l'heure que aujourd'hui, on peut être très vite limité par sa capacité d'endettement. Donc finalement, quand on commence de zéro, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passer, et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'endetter de manière continue auprès des banques sans jamais se faire bloquer par les banques ? Qu'est-ce qu'on doit anticiper ? Faut surtout bien étudier le projet, bien étudier les rentrées d'argent qu'on va avoir grâce aux investissements qui sont faits, et donc bien sûr ne pas faire d'investissement par exemple à cash flow négatif, ce qui du coup viendrait dégrader en tout cas les revenus, et donc dégrader le taux d'endettement. Il faut aussi bien travailler sur sa stratégie. Par exemple, il y a encore quelques banques qui acceptent plus facilement les investissements en SCI, puisque ça, alors chez certaines banques, pas toutes, mais chez certaines banques, le fait d'investir en SCI peut permettre de sortir des normes HCSF qui sont appliquées. Donc il y a aussi ce truc-là à prendre en compte éventuellement, et à se dire peut-être que c'est intéressant de monter une SCI et de prévoir cet investissement en SCI, tout simplement pour pouvoir réemprunter. Ça c'est possible. Et après, il faut se dire que concrètement pour améliorer mon taux d'endettement, j'ai deux possibilités. Soit j'augmente mes revenus. Donc ça peut passer par je travaille un peu le week-end, ou je fais des heures sup, ou j'en sais rien, ou je trouve un moyen de gagner plus, ou même via les investissements, ou je fais de la LCD, ou je fais
je sais pas, où je trouve une stratégie ou de la coloc ou je sais pas quoi qui me permet d'augmenter un peu mon cash flow, soit c'est de baisser ses charges. Ça aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, je pense, qui ne se rendent pas compte du montant qu'ils dépensent chaque mois. Et finalement, ils dépensent beaucoup, et tu vas leur demander, ok, mais dans quoi tu dépenses ton argent? Et en fait, ils vont dire, je sais pas trop. Donc en fait, et ça, c'est hyper important, c'est de se dire, ok, je vais faire juste le point de mes finances mensuelles, et qu'est-ce que je dépense, et qu'est-ce que j'arrive finalement à mettre de côté. Et des fois, il y a des grosses surprises, et des fois, tu vois, moi, j'ai des conversations avec des gens de ma communauté ou des clients, tu vois, qui disent ouais, ben moi je touche 4 500 € par mois, ce qui est très bien comme revenu mensuel par un salaire, tu vois. Et cette personne me dit mais j'ai tant d'épargne, je sais plus combien c'était, mais j'ai je sais pas 30 000 € d'épargne. Et là tu t'en viens à dire ok, ça fait quelques années que tu bosses et que tu gagnes 4 500 € par mois, mais tu n'as que entre guillemets 30 000 € de côté. Il y a un truc qui va pas dans ton calcul en fait. Et je pense que tu devrais faire le point parce que il y a peut-être de l'argent que tu dépenses sans en être conscient et que finalement tu mets moins de côté que ce que tu penses. Et des fois cette personne voilà, c'est un cas concret, hein, cette personne me dit effectivement je vais faire le point parce que entre guillemets c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre. Et on a voilà, on reparle quelques semaines après et dit effectivement il y a des trucs qui vont pas parce que je dépense trop je sais pas en shopping ou parce que je dépense trop en nourriture parce que je fais pas attention, parce que je fais des restos et que je commande sur Uber Eats tous les 2 jours, tu vois, et je pense que ça c'est hyper important que chacun se dise ok, combien je gagne par mois, mais combien je dépense aussi, parce que l'épargne aussi est hyper importante dans le dossier bancaire. Et forcément, si tu vas voir le banquier et que tu dis moi j'ai 10 000 € d'épargne, mais je veux faire un emprunt de 300 000 €, ou si t'arrives avec 70 000 € d'épargne en disant je veux faire un emprunt à 300 000 €, eh ben t'es pas reçu pareil, et forcément le banquier il aura plus envie de se battre pour ton dossier si t'as 70 000 € de côté et que tu peux mettre éventuellement 10 000 ou 20 000 € d'apport sur le dossier si jamais c'est demandé, quoi. Maintenant, il y a des règles qui sont plus précises auprès des banques. Il y a moyen de les contourner, mais il y a aussi des règles précises comme le taux d'endettement. Et concrètement, voilà, soit tu augmentes tes revenus, soit tu baisses tes charges. Et si tu peux faire les deux, tant mieux, parce que ton taux d'endettement va largement baisser et tu vas pouvoir aller revoir le banquier, en tout cas avec des billes, quoi. Donc si je résume, première chose à faire, se constituer une épargne. Donc ça veut dire potentiellement reprendre en main ses finances personnelles pour baisser ses charges et s'assurer d'avoir le plus d'épargne possible. Deuxième chose, ça va être de travailler justement sur ses revenus. Peut-être que si on n'a pas suffisamment de revenus, mettre en place une sorte de stratégie d'augmentation de ses revenus. Et j'imagine que pour vous, c'est là où était intéressant finalement de monter en parallèle Club Immobilier quand vous avez quitté de votre job pour avoir une source de revenus assez conséquente. Je te vois sourire. Est-ce que c'est parce que c'est décrié cette manière de faire? Non, je souris parce que en fait dans les plans c'était ça. Dans les plans c'était en fait on a lancé Club Immobilier en parallèle de notre job et effectivement c'était de se faire un complément de revenu avec Club Immo. Sauf qu'en fait on n'a rien gagné pendant je sais pas 2 ans ou 3 ans de boîte. Donc en fait à la base j'aurais pu te dire ouais c'était le but, c'était de se faire un petit complément de revenu. Et sauf qu'en fait, on a rien gagné parce que on a fait plein d'erreurs au début qui font que notre boîte, elle marchait pas du tout et qu'au final, ça nous a pas du tout permis de faire des compléments de revenus. Mais c'est par exemple ça, ouais, se créer une auto-entreprise pour faire des, alors je divague un peu, mais moi j'ai rencontré quelqu'un qui était un petit jeune en gros et pour se faire de l'argent, et il allait nettoyer des terrasses l'été, tu vois. Donc il a acheté juste un Karcher et puis il allait proposer aux gens bonjour, est-ce que je peux nettoyer votre terrasse? Oui. Et il faisait ça de ses week-ends et au final il s'est constitué une petite épargne là-dessus, tu vois. Donc je dis pas à tout le monde aller nettoyer des terrasses, mais il y a toujours des petits moyens à trouver pour se constituer un peu d'épargne ou pour augmenter un peu ses revenus. Alors oui, ça va vous demander plus de temps. Bien sûr, ça va pas être sans rien faire et en restant dans le canapé. Mais parfois ça peut payer et c'est tout con, quoi. Ou tiens, je vais aider ma voisine qui a 80 ans à juste tondre sa pelouse.
contre un petit billet, c'est tout bête, mais des fois ça peut permettre de se constituer un peu d'épargne et en tout cas d'augmenter un peu ses revenus et il y a toujours des petites solutions à trouver. Donc ouais, c'est ça qui peut être intéressant. Mais ouais, pour l'entrepreneuriat, ça peut marcher. Bon, il y a des fois où ça marche pas comme prévu. Et une chose que je ne savais pas et que tu viens de m'apprendre, ce que tu disais tout à l'heure, donc pour justement donc dans l'idée de pouvoir lever de la dette en continu auprès des banques, c'est du coup d'utiliser ce statut fiscal qui est l'ASCI à l'IS, statut que vous avez utilisé pour la majeure ou même peut-être l'entièreté de vos investissements immobiliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et avant ça, est-ce que tu peux aussi nous faire un peu un comparatif avec un autre statut qui est souvent présenté comme une niche fiscale en France, c'est le statut LMNP au régime réel. Le LMNP, donc c'est un statut de personne physique, donc c'est-à-dire que c'est moi, Émilie, qui vais acheter directement un bien qui sera à mon nom. Je vais le meubler et je vais du coup l'exploiter et le louer en meublé. Donc ça, c'est en gros, je serai sous le statut LMNP. L'avantage, c'est que l'amortissement, donc là je vais rentrer un peu dans le gros, mais sans trop rentrer dans le gros parce qu'on peut parler pendant 3 heures de fiscal. Mais en gros, l'avantage, c'est que on peut amortir le bâti, donc le prix du bâti, chaque année, ce qui fait qu'en fait on réduit l'assiette fiscale énormément, ce qui fait qu'en fait on paye. Alors ça dépend des investissements bien sûr, mais plus le bien est peu rentable et plus en fait ça viendra dégrader l'assiette fiscale et moins on paiera d'impôts. Donc le LMNP, c'est intéressant parce que ça vient diminuer l'impôt sur le revenu qu'on peut avoir du coup sur ces revenus, sur ces loyers issus de justement de l'appartement qu'on a meublé. En contrepartie, la plus-value, elle est intéressante aussi puisque l'amortissement qui a été réalisé sur ce bien ne vient pas dégrader eh bien tout simplement le prix d'acquisition qu'on a pu avoir sur ce bien. Donc en fait, ça ne rentre pas en compte dans le calcul de la plus-value. Donc là aussi, c'est intéressant. Et c'est pour ça que le LMNP, on dit que c'est une niche, parce que d'un côté, tu vas utiliser l'amortissement pour baisser en fait tes impôts sur tes loyers, d'un côté, et de l'autre, ça ne viendra pas dégrader la plus-value que tu vas faire. Maintenant, il y a la SCI à l'IS, je précise, puisque la SCI à l'IR, de toute façon, tu peux pas faire de meublé, donc ça n'a aucun sens de comparer les deux. La SCI à l'IS, eh bien, tu vas avoir une imposition qui sera plus faible tous les ans. Donc concrètement, tu vas gagner un petit peu tous les ans parce que ton investissement, ou en tout cas tes impôts par rapport à tes revenus seront plus faibles. Mais tu as investi en SCI, donc si tu veux vraiment toucher cet argent et sortir de la société, tu vas repayer. Maintenant, l'idée, c'est de justement laisser cet argent sur la SCI et d'utiliser des leviers pour garder cet argent sur la SCI et pour l'utiliser soit pour réinvestir, soit pour lancer des boîtes ou faire quoi que ce soit, mais tout en ne sortant pas l'argent directement de la boîte, parce que c'est ça qui coûte cher. Et dans la SCI à l'IS, par contre, lorsque tu vas revendre le bien, l'amortissement va jouer dans le calcul de la plus-value, et c'est là où ce sera moins intéressant que le LMNP. Donc aujourd'hui, le LMNP, c'est une niche. Maintenant, il y a aussi des plafonds. Il est plafonné et il peut pas être utilisé en masse, puisque forcément vous allez être vite plafonné. Et comme toute niche, moi j'ai un peu peur que dans quelques années, le gouvernement revienne dessus et dise qu'en fait, cette niche-là, elle est un petit peu trop intéressante et on va y retoucher. De l'autre côté, il y a la SCI à l'IS, eh bien c'est simplement l'impôt sur les sociétés qui est un peu plus stable aussi dans le temps, parce que c'est des sociétés et que ça impacte l'ensemble des sociétés. S'ils bougent l'impôt sur les sociétés, concrètement, ils vont impacter l'ensemble des sociétés de France. Donc, ce sera plus compliqué de faire bouger quoi que ce soit par rapport à ça. Et il y a une tendance à une baisse de l'IS aussi depuis quelques années, puisqu'aujourd'hui, on est à 25%. Donc c'était pas le cas. On était à 28, 30, 33% ces dernières années. Donc il y a une baisse de l'IS qui se fait aussi. Donc ça a une tendance qui est plus intéressante aussi. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux statuts. Maintenant, le LMNP, c'est vrai que c'est une niche, c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, il y a des limites aussi qu'on ne retrouve pas forcément en SCI à l'IS. Donc, en fait, je pense qu'il faut voir toute sa stratégie et selon ses objectifs. C'est-à-dire que si le but c'est d'acheter un seul bien, le LMNP ce sera très bien. Si de l'autre côté le but c'est d'investir plusieurs fois
et de se constituer finalement un petit empire, même si c'est petit, même si c'est quelques biens, mais si le but c'est d'acheter plusieurs biens, dans ce cas-là, il faudra mieux réfléchir à sa stratégie et ne pas tout miser sur le LMNP, parce que dès que vous passez le plafond, eh bien vous passez LMP et là il y a des conséquences, il y a d'autres conséquences qui se font. Donc voilà, donc je reste un peu floue, tu m'excuseras, mais c'est juste que ça peut être tellement long de parler de tout ça. Je sais que tu as passé du temps à décortiquer les textes de loi sur impôts.gouv.fr pour comprendre tout ça, et on va pas pouvoir résumer toute ta connaissance en si peu de temps. Mais quand même, quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec la fiscalité et qu'on n'a pas ton courage d'aller vraiment lire en détail le BOFIP, là, le bulletin officiel des finances publiques, j'ai quand même la sensation que soit on peut se prendre la tête avec la fiscalité au départ, et peut-être que ça peut représenter un frein pour beaucoup de personnes qui finalement passent trop de temps à cogiter autour de ça au lieu d'aller sur le terrain et d'aller chercher un bien rentable. Et dans ces cas-là, la croyance que j'en ai, c'est que peut-être qu'au départ, c'est beaucoup plus simple quand on ne sait pas en plus si on veut créer un empire ou si on veut s'arrêter à un ou deux biens, c'est de commencer justement avec cette niche fiscale. Bon, même si on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, d'y aller avec le LMNP, idéalement au régime réel. Donc, je me dis qu'on ne fait pas trop d'erreurs si on prend un bien avec travaux, on le met sous ce statut-là pour pouvoir ensuite amortir le bien. Et à partir du moment où on atteint ce fameux plafond, donc ce fameux seuil de revenu maximal avant de basculer en LMP, peut-être que là, effectivement, ça vaut le coup de se dire, bon, bah là, j'arrête et je passe en SCI à l'IS. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait, ou vous êtes tout de suite parti finalement sur la SCI à l'IS? Non, nous alors là pour le coup c'est Guillaume. Moi j'ai toujours investi que en SCI, mais quand Guillaume a commencé, il a acheté en nom propre, et là-dedans il a mixé la location nue et la location meublée, donc avec le LMNP. Et en fait la location nue fonctionnait, alors la fiscalité est lourde, mais ça fonctionnait parce qu'il y avait beaucoup de travaux, et donc on était en déficit foncier pendant plusieurs années, ce qui fait que il y a toujours une fiscalité qui était maîtrisée. Le problème du déficit foncier, c'est que tu cours après les travaux. Parce qu'en fait, le jour où t'as plus de travaux, ou en tout cas la totalité de tes travaux sont passés en déficit, eh bien c'est là où tes revenus, ou en tout cas tes impôts explosent. Et comme t'as envie de retarder cette échéance, tu continues à acheter avec des travaux pour continuer à déduire. Enfin bref, ça devient un cercle un peu vicieux. Donc c'est pour ça que à partir d'un moment, on n'a pas assez. Alors déjà, on était 2 pour investir, et donc la SCI c'est quand même mieux. Sachant qu'à l'époque on n'était pas mariés, on n'était rien, on n'était ni pacsés ni mariés, donc c'était quand même un peu plus sécure, et parce que finalement il y avait une vision derrière qui était plus importante. Donc c'est pour ça qu'on est passé à la SCI. Et pour l'inconvénient que peut avoir aussi le LMNP, c'est que la LMNP veut dire meublé, et en fait tous les biens ne peuvent pas toujours être meublés. C'est-à-dire que quand t'as un T4, le meublé, bon, tu sais que en fait ton locataire, il y a quand même de fortes chances pour qu'en fait il ait des meubles. Ils te disent ok, c'est cool, mais moi je veux pas tous ces trucs là parce que j'en ai pas besoin. Et ça peut arriver. Soit ils visitent pas parce que ils veulent pas du meublé, donc les gens ne viennent pas. Soit ils viennent visiter, ils te disent ouais, mais moi ça m'intéresse pas vos meubles, vous pouvez les remporter, ok, mais tu les stockes où? T'en sais rien. Donc il y a ce mini inconvénient aussi du LMNP qui fait que tu peux pas passer tous les biens, eh bien tout simplement en meublé, parce que des fois ça s'y prête pas complètement. En tout cas pour notre stratégie, voilà, si t'achètes dans une grande ville un studio, là fonce sur le meublé. Quand t'investis dans un immeuble entier dans une petite ville, proposer que du meublé, c'est pas toujours simple parce que les gens ne sont pas forcément habitués. Il faut créer. Parfois il y a pas de meublé dans la ville, donc il faut créer un peu cette demande du meublé, et ne miser que sur le meublé, c'est pas toujours simple. Ok, je comprends bien la subtilité. Moi aussi, ce qui me fait peur dans l'immobilier, c'est que l'image que j'en ai, c'est que c'est un peu un monde de requins. Peut-être parce que c'est aussi un monde qui est encore très masculin. On fait pas vraiment dans le sentiment. J'ai le sentiment aussi qu'on peut se fier à personne. On est vraiment là pour faire du business, de la renta. Et ça se fait même parfois, voire même souvent, au détriment des personnes qui sont non sachantes dans ce domaine. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire des recherches immobilières, je me suis retrouvée face à des personnes âgées qui voulaient vendre pour financer leur maison de retraite. Donc, à ce moment-là, j'avais aucunement envie d'avoir une posture de requin et de négocier à tout prix le prix. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Quel est ton regard par rapport à ça? Alors oui, c'est un monde de requins. On va pas se mentir.
Les agents immobiliers, le devoir de conseil, il n'existe pas trop. Leur but, c'est de vendre le bien, hein. Soyons très honnêtes. Et les vendeurs, le but, c'est de vendre leur bien. C'est de vendre le bien et voilà. Et une fois que c'est vendu, tant pis, quoi. Donc, oui, c'est un monde de requins. C'est pour ça que je pense qu'il faut se former un peu. Tu vois, ne serait-ce que pour détecter les bêtises qui sont dites. Tu vois, nous on a rencontré même plusieurs agents IMO qui, lorsque tu visites un bien, ils te disent « Ah, là, ce serait parfait pour faire du déficit foncier. Là, vous pouvez diviser l'appart en deux, vous faites du déficit foncier et c'est parfait, quoi. » Sauf que toi, t'es là, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Tu peux pas déduire les travaux des travaux de division en déficit foncier. Donc tu dis rien, mais là, tu te dis, tiens, le mec, il raconte sa sauce à tout le monde. Et les jours où, effectivement, les gens ne savent pas, eh ben, s'ils prennent pour vrai ce que le mec dit, elles peuvent se faire retoquer au niveau fiscal et ça peut avoir des conséquences énormes. Donc c'est vrai que des fois tu te dis, l'agent IMO, en fait, il en sait rien, il a dû entendre un mec qui a dit ça, dire ça pourrait être bien en déficit foncier, et en fait il ressort à tout le monde alors que c'est totalement fou, quoi. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut un minimum se former pour réussir à détecter les bêtises que les gens peuvent te raconter. Et effectivement, ils sont pas là pour ton bien. C'est un monde, voilà, leur but c'est de faire de l'argent, donc ils sont pas là et ils seront pas là surtout dans 5 ans quand toi t'auras des galères avec le bien parce que t'as découvert des choses sur le tard et parce que en fait t'avais pas compris une remarque qu'ils t'avaient faite parce qu'en fait tu savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut même, tu vois, les travaux, il faut pas que tout le monde sache tout sur les travaux parce que c'est impossible, mais ou alors y aller avec un artisan ou un maître d'œuvre si vraiment on a des doutes pour être sûr de s'engager sur un truc. Voilà, qu'on s'engage sur un vrai truc et qu'on sait en tout cas les conséquences que ça peut avoir de s'engager sur ce truc-là. Quand c'est un bien avec pas mal de travaux, il faut pas y aller seul en se disant bon, je le sens bien et ça va le faire. Non. Donc effectivement, en tant que gentil, parce que moi je me considère et toi aussi tu l'as dit, je me considère comme assez sympa et des fois je me sens mal parce que t'as pas envie de démonter le bien devant les gens. Le problème c'est que tu peux pas faire une offre trop haute et finalement acheter un bien qui est pas rentable juste parce que t'as envie de faire plaisir au mec ou parce qu'il t'a touché, quoi. Donc c'est ça qui est pas évident, il faut trouver sa place là-dedans et je pense vraiment se former un minimum, même si c'est en lisant le BOFIP, tu vois, même si c'est en lisant 2-3 sites ou regardant des vidéos YouTube, j'en sais rien. Ou alors se poser les questions et se dire OK, est-ce que c'est vrai? En fait, c'est ça, il faut tout remettre en question. Tout ce que la personne te dit, il faut la remettre en question et te dire OK, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce que il faut vraiment pas prendre pour acquis ce que les gens peuvent te dire et les conseils qu'ils peuvent te donner parce que tu sais pas ce que ça peut donner et c'est encore une fois, c'est pas eux qui paieront les conséquences de tout ça et de ces choix-là, quoi. Il y a une autre chose aussi qui nécessite peut-être de se blinder, ou en tout cas pour laquelle j'ai ressenti moi aussi un peu de culpabilité. C'est que certaines personnes, peut-être que tu l'as déjà entendu cette critique, mais certaines personnes vont dire que voilà, les investisseurs se font de l'argent sur le dos des locataires, ou alors que la location saisonnière, la location Airbnb, ça a un impact négatif sur la vie des locaux, puisque ces personnes qui vivent là, soit elles peinent à se loger, soit le prix des loyers augmente, soit même parfois elles sont obligées de s'éloigner du centre-ville ou de vivre en périphérie pour laisser place aux touristes. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ce genre de critique? Alors déjà, je pense que les propriétaires ne se font pas de l'argent sur le dos des locataires parce que c'est quand même un investissement financier et de temps et de tout ça. Et en fait, les locataires, il y en a en France, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Et à un moment, c'est juste, ils veulent se loger et c'est simplement aux propriétaires de faire en sorte qu'ils soient dans des bonnes conditions. Ils se logent dans des bonnes conditions et ils puissent vivre dans des bonnes conditions. Maintenant, s'il y a un souci dans l'appartement, c'est toujours le propriétaire qui trinque et c'est aucunement le locataire, quoi. Et le locataire a la loi de son côté. Donc maintenant, est-ce que les propriétaires se font de l'argent sur le dos des locataires? Déjà, la plupart des logements ou des investisseurs, ce sont des investisseurs qui font des investissements à cash flow négatif. Donc ils se font pas de l'argent sur le dos des locataires, au contraire, ils se créent un patrimoine, certes, mais ils payent de leur poche tous les mois pour combler l'argent qu'ils ne gagnent pas avec le loyer. Et ceux qui font l'investissement à cash flow positif, c'est quand même une minorité. Et voilà, et on se fait juste pas d'argent sur le dos des locataires, mais c'est juste de l'argent en plus qui va permettre soit de racheter des biens pour pouvoir loger décemment des personnes,
soit pour faire des travaux aussi dans le bien, soit pour se rémunérer tout simplement pour le travail effectué, parce que gagner un peu d'argent avec l'immobilier, c'est aussi pour te récompenser de tous les risques que tu as pris à un moment donné, de l'argent que tu as dépensé pour pouvoir mettre ton apport, du fait que tu répondu au téléphone à 22h parce que il y a une fuite dans le logement de ton locataire parce qu'il y a un orage. Voilà, tout ça, c'est aussi si tu au final ton projet t'a rapporté de l'argent, c'est aussi pour te récompenser de tous ces sacrifices-là entre guillemets que t'as pu faire et tous ces choix-là que t'as pu faire et que les autres personnes n'ont pas fait. Voilà, moi je pense pas qu'on se fasse de l'argent sur le dos des locataires. Déjà, quand tu fais vraiment le schéma de tout ton bien immobilier avec les travaux que tu dois engager régulièrement pour que ton bien reste en état et tout ça, pour remettre en état des biens qui sont laissés par des locataires en état pas terrible. Voilà, si déjà au bout de quand tu revends le bien, t'as fait une opération qui t'a permis de gagner de l'argent, c'est déjà bien. Donc voilà, donc moi je suis pas d'accord avec ce genre de remarques. Et maintenant le Airbnb, je comprends. Alors moi je suis personnellement pas touchée parce que je suis pas effectivement dans une ville où le Airbnb prend le dessus. Maintenant je comprends que les personnes soient énervées par ce système-là qui fait que effectivement ils ont du mal à se loger. Ils doivent s'éloigner et enfin je comprends que ce soit pas forcément normal et je comprends aussi qu'il faille mettre des limites, tu vois, à ça, parce que là on parle par exemple du Pays Basque qui est fortement touché par rapport à ça, où les gens n'arrivent plus à se loger et sont obligés d'aller loin pour pouvoir se loger alors qu'ils travaillent là tous les jours, pendant que y a des investisseurs de Paris qui ont investi pour faire du Airbnb et donc je comprends qu'il faille le contrôler. Maintenant, comment il faut le contrôler, je sais pas, je me suis pas posé la question et je suis pas allée plus loin sur le sujet. Mais effectivement, c'est quand même pas normal que les gens ne puissent plus se loger à côté de leur travail parce que tout le monde fait du Airbnb à côté. Voilà, il y a des limites à avoir, mais maintenant, c'est là que le gouvernement intervient et qui doit prendre des décisions par rapport à ça. C'est pas évident. Mais voilà, il faut qu'il y ait des limites. Malgré tout, les investisseurs, faut bien se rendre compte que les investisseurs, c'est jamais anodin. C'est toujours un risque qu'on prend quand on fait un prêt immobilier ou qu'on achète cash un bien immobilier. Il y a toujours un risque derrière, et c'est quand même un job à temps plein. Je pense que avec le suivi de chantier que t'as eu, tu me contrediras pas. Il y a toujours, tu vois, des choses à gérer ou même rien que la charge mentale à avoir dans la tête de ton locataire, ça, ah oui, et ça, il faut penser à ça. T'as toujours un truc dans la tête qui fait que voilà, c'est un job qui te prend plus ou moins de temps, mais c'est un job quand même et heureusement que finalement les propriétaires sont là parce que en fait aujourd'hui l'État ne pourrait pas rénover l'entièreté de tout. Enfin tu vois typiquement nous dans les immeubles de rapport dans les petites villes, il y a plein de villes où il y a des immeubles de rapport qui tombent en ruine parce que les propriétaires sont propriétaires parfois depuis très longtemps et n'ont pas les sous pour le rénover. Et toi, t'arrives, tu mets de l'argent dedans et tu rénoves et tu redonnes une vie à cet immeuble et potentiellement à cette rue et potentiellement à cette ville. Et heureusement que les propriétaires privés sont là parce que sinon il y aurait des villes qui seraient dans des états déplorables parce que l'État ne peut pas assumer ce genre de choses, quoi. Oui, c'est vraiment tout le but de votre stratégie, c'est de faire des travaux pour aussi remettre complètement en état les biens, faire en sorte que ce soit même des biens coup de cœur, en tout cas des biens dans lesquels on a envie de vivre, pour effectivement proposer soit un loyer un peu plus cher, soit être plus compétitif, en tout cas être plus attractif par rapport à la concurrence. Mais c'est tout l'intérêt aussi de faire ce type de stratégie en s'appuyant sur les travaux, c'est pouvoir rénover le parc immobilier français et proposer du coup des conditions plus que satisfaisantes aux locataires. Exactement. C'est ça, c'est de se dire, ok, est-ce que moi j'habiterais dans ce logement ? Déjà, oui. Bon, ok, c'est-à-dire que le locataire, il sera bien. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est se dire que il y a beaucoup en fait de propriétaires, d'anciens propriétaires en fait qui se disent ouais c'est bon, j'ai pas besoin de faire de gros travaux. Les locataires, c'est les locataires. C'est bon, ils ont pas besoin d'un truc incroyable non plus à l'intérieur. Et c'est de prendre ça à contre-pied et de se dire non, tu fais un truc sympa avec une déco un petit peu actuelle et tu verras que même les locataires de la même ville
même s'ils avaient pas prévu de déménager, et s'ils voient aussi des apparts qui sont un peu mieux, un peu plus sympas et qui sont dans la même ville et qui les éloignent pas forcément de leur boulot, et même si ça les éloigne un peu de leur boulot, ils préféreront peut-être payer même si c'est un peu plus cher ou quoi, ils préféreront peut-être payer plus cher mais être dans un environnement qui leur plaît plutôt que dans un appart où il y a un vieux lino, il y a un papier peint qui date franchement et où finalement c'est pas terrible quoi, il y a pas de cuisine, tu vois, et ça il y en a encore beaucoup des logements qui sont comme ça. Une autre question que j'avais envie de te poser, c'est que dans ton livre, tu écris que ton père est un modèle de réussite. Alors, je suis curieuse de connaître ta définition de la réussite. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite ? C'est une très bonne question. Alors, ça dépend ce que c'est que la réussite, si c'est la réussite financière ou quoi. Par exemple, la réussite financière, pour moi, c'est le fait de pouvoir dépenser de l'argent sans se poser la question de est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte. Tu vois, par exemple, c'est faire les courses sans regarder les prix. C'est se dire tiens, on se fait un resto et on se pose même pas la question de est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte. C'est de dire purée, les pneus de la voiture il faut les changer. C'est pas grave. Ou ton frigo il tombe en rade, c'est pas grave. J'ai l'argent pour et pas de souci quoi. Donc pour moi la réussite financière c'est ça. Maintenant après la réussite plus globale, je pense que c'est juste arriver à être heureux, que ce soit avec ou sans argent. Pour moi l'argent a rien à voir avec on dit que l'argent fait le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, justement. Alors, il peut y contribuer sur certains points. Mais moi, je suis convaincue que, effectivement, à partir du moment où t'as un peu d'argent, que t'en aies 10 fois plus ou pas, ça ne changera rien au bonheur que tu éprouveras et finalement à ton état d'esprit. Je dis ça parce que nous, à l'époque, on avait beaucoup moins d'argent. Mais je suis pas sûre qu'on était moins heureux qu'aujourd'hui. On était dans une autre sphère, dans un autre environnement, et c'était une vie différente par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a pas mal évolué. Mais on n'était pas moins heureux. Donc là, voilà, la réussite pour moi c'est ça, c'est juste simplement être heureux au quotidien. Et aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai réussi, puisque au niveau familial, j'ai un mari incroyable, j'ai une petite fille qui est bien trop belle et j'ai un boulot que j'aime et pour lequel je suis contente de me lever tous les matins. Donc moi aujourd'hui j'estime avoir réussi de mon propre point de vue. Je suis bien en tout cas dans ma vie et dans mes baskets. Ce que je retiens, c'est que votre niveau de bonheur n'a pas augmenté avec votre niveau de patrimoine. C'est une belle conclusion pour ce podcast. Merci Émilie de partager tout ça en toute transparence. J'ai trouvé ton partage particulièrement sincère et touchant, donc merci infiniment. Merci en tout cas, j'espère. Voilà, j'ai été relativement spontanée et effectivement j'ai dit des choses que je pense que j'ai pas souvent dites, mais voilà, c'est cool aussi de se confier à ce micro. Merci Aude. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cet échange avec Émilie. Si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais que vous avez sûrement autre chose à faire, mais si vous avez aimé l'épisode, c'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité. Ça et le bouche à oreille. Donc si vous voulez aussi parler des pépettes autour de vous, je vous en serais infiniment reconnaissante. D'ailleurs, j'en profite pour lire le dernier commentaire que m'a laissé Norélie. Norélie nous dit « Je n'avais jamais pris le temps de m'interroger sur la place que prenait l'argent dans ma vie, jusqu'à ce que 2 événements m'arrivent quasiment simultanément. Devenir entrepreneur et me séparer. Avec les pépettes, je m'informe, je prends du recul et j'ai le sentiment de mieux comprendre ce sujet complexe ainsi que les rapports que j'entretiens avec mes finances. Merci Norélie pour ton message, ça me fait chaud au cœur. Et si vous voulez faire comme elle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur l'application Apple Podcast, tapez les pépettes et laissez votre commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire lors du prochain épisode qui sortira mardi dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.